tout Israël, à gauche comme à droite, est tout à fait conscient du problème qui se pose. Et donc, je crois que ça a réveillé un petit peu l'ogre, non pas russe, mais l'ogre américain. Effectivement, Daniel, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous revenons aujourd'hui sur l'épineux dossier du nucléaire iranien pour nous pencher cette fois aujourd'hui sur les difficultés notables, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, pour arrêter une position claire face à la course folle, actuellement d'ailleurs en pleine accélération, des mollahs de Téhéran en vue de se doter de l'arme atomique. Pour débattre de ce sujet en ligne avec nous, André Darmon. André, bonjour et shalom. Bonjour. André, vous êtes fondateur, plus de 21 ans, et aujourd'hui évidemment rédacteur 24. en chef. 24, oui, je ne sais pas pourquoi, ça passe vite le temps. Et évidemment le directeur et le rédacteur en chef du mensuel israélien francophone Israël Magazine. Et vous êtes aussi un journaliste connu en Israël, comme en France, pour la pertinence de ses éditoriaux et de ses analyses. Alors, André, il semble bien, malgré tout, que l'on ait assisté la semaine dernière à Washington à un tournant dans l'attitude, jusque-là, il faut le dire, très conciliante, voire molle, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'administration américaine vis-à-vis de l'Iran, avec cette déclaration assez menaçante du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui, mettant en demeure, il y a quelques jours, donc, le leadership iranien d'avancer dans les pourparlers en cours à Vienne, a pour la première fois mis en avant le fait que les USA avaient, je cite, d'autres options sur la table si Téhéran continuait à vouloir rester dans l'impasse, tout en préparant, côté cour, côté jardin, donc activement ses premières têtes nucléaires et une armada de missiles balistiques pour les transporter. Une déclaration assez fracassante qui changeait de ton, en fait, avec ce qu'on avait entendu précédemment et qui a été prononcée, il faut le dire, aux côtés de Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, lors de sa toute récente visite à Washington. Est-ce à dire, André Darmon, que les points de vue américains et israéliens, encore assez flous, il faut le dire, sur ce sulfureux dossier seraient en train tout de même de se rapprocher ? Écoutez, ils sont certainement en train de se rapprocher parce que si des gens beaucoup plus, j'allais dire, en tout cas pour ce dossier iranien, plus modérés que Bibi, qui a vraiment tout fait pour alerter le monde et les pays sur l'imminence du danger iranien, si des personnes plus, j'allais dire, plus modérées, telles que Yair Lapid, appellent aussi à la vigilance, appellent à ce que les États-Unis durcissent leur position, ça veut dire que tout Israël, à gauche comme à droite, est tout à fait conscient du problème qui se pose, et on va en parler. Et donc, je crois que ça a réveillé un petit peu l'ogre, non pas russe, mais l'ogre américain, et les déclarations aussi également iraniennes qui j'allais dire, ne tiennent absolument pas compte des réflexions ni américaines ni israéliennes et qui sont prêts peut-être même à en découdre, ont fait que les Américains aient, je veux dire, durci le ton, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces rodomontades, ces menaces américaines, surtout quand on connaît les positions pacifiste et multilatéraliste du président Joe Biden et de tout son entourage démocrate, qui prône sans cesse le désengagement des États-Unis de tous les théâtres d'opérations militaires aux quatre coins du monde. On a vu ça en Afghanistan. Et voulant surtout éviter toute épreuve de force au prix de tous les compromis possibles. Et donc, est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux, cette déclaration, ce tournant? Écoutez, ce que je pense, moi, profondément, d'abord, si on analyse un petit peu les déclarations de l'ancien chef du Mossad, donc Yossi Cohen, et celles d'un analyste extrêmement pertinent que nous connaissons tous les deux personnellement, Daniel Pikes, analyste du Moyen-Orient, analyste américain, qui sont totalement contradictoires. Si on écoute Yossi Cohen, pour Yossi Cohen, qui est l'ancien patron du Mossad, l'Iran a été retardé et bien retardé dans sa course à l'arme nucléaire. Et donc, si elle en était proche, elle ne l'est plus aujourd'hui. Tandis que Daniel Pabst, de son côté, lui pense que l'Iran n'est pas loin de maîtriser l'arme nucléaire. Moi, ce que je pense de façon tout à fait personnelle, c'est que ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et ce que je pense, connaissant les millénaires de diplomatie iranienne et perse, c'est que je pense qu'aujourd'hui,
je vais vous dire quelque chose qui est tout à fait novateur et peut-être. C'est que je pense que l'Iran détient déjà l'arme atomique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fallu 3-4 ans aux États-Unis pour détenir l'arme atomique entre 42 et 45. Et que même si aujourd'hui les armes atomiques ne sont pas de la même nature que les armes atomiques à l'époque, mais on a vu les dégâts que les bombes sur Hiroshima et Nagasaki ont fait. Donc, je ne pense pas, et ça fait 20 ans que nous parlons du problème iranien, nous savons que l'Inde a l'arme atomique, Israël bien évidemment a l'arme atomique, et la Corée du Nord et d'autres également, le Pakistan. Donc, il ne serait pas étonnant que pour des raisons obscures, secrètes, diplomatiques, on continue justement ces rodomontades, alors que l'arme, à mon avis, du nucléaire serait déjà entre les mains des Iraniens. C'est ma position, c'est mon sentiment, et c'est, je crois, peut-être. Votre conviction, mais. Pas mon flair, parce que ça serait immodeste, mais ce que je ressens en tant que journaliste. Oui, mais on avait parlé de ça il y a quelques années déjà, lorsque, lors des événements survenus dans les ex-républiques soviétiques, l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, avait fait le recensement de l'arsenal ex-soviétique et s'était aperçu qu'il manquait un certain nombre de ce qu'on appelle des petites bombes nucléaires tactiques qui ne faisaient plus partie de l'arsenal et qui ont disparu, qui sont peut-être passés de la main à la main comme de vulgaires valises dans certaines mains terroristes. Et c'était une hypothèse qui avait été effectivement, je m'en souviens maintenant, soulevée à l'époque. Maintenant, pour aller dans votre sens, et à propos justement des estimations, vous venez de dire on sait qu'on ne sait rien. Du côté israélien, il y a tout de même quelque chose d'assez troublant ces derniers temps. C'est la cacophonie, je dirais peut-être volontaire, on y reviendra tout à l'heure, concernant le niveau exact, on vient d'en parler, de préparation des Mollahs à la mise au point concrète de leurs premières armes nucléaires, soit qu'ils en aient déjà, soit qu'ils soient vraiment sur le seuil nucléaire. En effet, durant l'été, on se souvient que le ministre de la Défense, Benny Gantz, avait averti, c'était en juillet, qu'il restait que quelques semaines, 2 mois, a-t-il dit 2 mois et demi aux Iraniens pour franchir le seuil nucléaire. Et en fait, ce qui signifierait que on y serait déjà aujourd'hui, à la mi-octobre. Et puis, comme vous le disiez, depuis, il y a eu 2 voix israéliennes autorisées discordantes qui ont dit exactement le contraire. C'est le chef des renseignements de Tsahal, le général Tamir Heyman, qui a pris la parole il y a une dizaine de jours en disant que les Iraniens avaient été retardés, qu'on n'en était pas du tout là. Et aussi, vous venez de le rappeler, Yossi Cohen, le très pertinent ex-chef du Mossad, qui a démenti voilà quelques jours ce court délai de disponibilité d'armes atomiques du côté des Iraniens. Alors, est-ce que c'est un rideau de fumée, c'est-à-dire est-ce que c'est pas seulement de la cacophonie, est-ce que ce serait pas aussi une guerre de propagande du côté israélien, en tout cas une guerre psychologique vis-à-vis des Iraniens pour les induire en erreur en disant que oui, on sait qu'ils l'ont, qu'en fait ils l'ont pas et que, entre autres, ce qu'a dit Yossi Cohen, c'était que les actions israéliennes menées ici et là contre certaines centrales, mais aussi les pressions internationales auraient retardé donc l'accès de l'Iran au nucléaire. Et il y aurait donc une dissonance qui s'expliquerait par cette guerre de psychologie. Est-ce que c'est une thèse que vous pouvez partager? Écoutez, les dissonances, on les entend même au sein même des mêmes personnes. Si on écoute Benny Gantz parler comme il l'a dit il y a quelques semaines, que l'Iran n'était pas loin de l'arme atomique, et ensuite il a dit qu'on pouvait très très bien vivre avec. Moi, ce que je pense, au-delà de toute cette guerre psychologique que l'Amérique mène contre l'Iran, qu'Israël mène contre l'Iran, que certains pays mènent contre l'Iran, parce que Israël n'est pas tout seul, je crois que la France et la Grande-Bretagne n'en sont pas loin. Moi, je pense véritablement, et je crois que c'est ma thèse à moi, c'est que il y a aujourd'hui, il n'est pas difficile de doubler des installations et de faire en sorte que c'est les installations que l'on croit se trouver à Natanz, que l'on croit se trouver là où on pense trouver ces installations iraniennes, qu'elles soient ailleurs, donc engoncées dans la terre. Souterraine. Des études avaient prouvé que même à Natanz et dans ces installations nucléaires, même si Israël attaquait tout seul, on pourrait bien évidemment
détruire certaines choses, mais pas tout. Donc, je pense que, encore une fois, je crois qu'on est dans une espèce de théâtre d'ombre où on parle de deux choses pour, j'allais dire, égarer les journalistes, égarer le peuple, égarer tout le monde. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue ailleurs, et c'est mon sentiment. Donc, guerre psychologique, fausse guerre psychologique. Je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait que comme je le crois, que l'Iran possède déjà la bombe atomique, ne l'utilisera pas parce qu'il sait qu'il y a un feu nucléaire, que demain 200 F-15, 200 F-16 peuvent décoller d'Israël et la marine américaine dans le détroit d'Ormuz peut bombarder l'Iran à foison et détruire le pays en quelques heures. Donc, je pense que déjà, même sans dire, c'est un peu comme pour Israël, on ne parle pas de l'arme atomique, israélienne, mais on sait qu'elle existe. Et je crois que c'est un petit peu ce qui va se passer avec l'Iran. On va savoir qu'elle existe, on va faire comme si elle n'existait pas, et elle servira de dissuasion, même si théoriquement elle n'existe pas. Alors, regardez, d'après certaines analyses qui viennent d'être publiées ces jours-ci, justement suite à ce tournant entre guillemets américain, durcissement américain, et ce, bien que le public israélien qui est pris dans sa routine quotidienne n'en soit pas du tout conscient, on serait, d'après certaines analyses, en train de vivre en ces jours d'octobre les Yamim Noraïm, les jours redoutables de ce dossier du nucléaire iranien, justement avec des décisions fatidiques que s'apprêterait à prendre Israël, peut-être aussi en commun avec les États-Unis pour empêcher l'Iran d'avoir la bombe si elle ne l'a pas déjà. Et on serait donc en fait, malgré le côté anodin et puis le côté répétitif d'un monstre du Loch Ness, ça fait 20 ans qu'on parle de ça, alors c'est un peu comme Pierre et le loup, les gens n'ont pas l'impression qu'il y a une urgence, mais il se pourrait que oui, ces jours-ci, il y ait donc des décisions sur la table qui sont en instance. Et est-ce que c'est votre sentiment que quand même on se rapproche d'une confrontation? Je précise d'ailleurs, je pose une autre question liée, c'est que je sais que depuis longtemps vous défendez l'idée que l'Iran a ou va avoir la bombe pour s'en servir dans ses velléités de domination régionale et pour jouer une dissuasion. Mais il y a d'autres thèses qui pensent qu'au contraire, compte tenu de la nature de ce régime théologiquement allumé et qui, tout en étant réaliste aussi, a des pulsions destructrices, il se peut qu'il y a des thèses qui disent qu'au contraire, l'Iran, du moment qu'elle maîtrisera en tout point la bombe, ce n'est pas seulement pour faire des muscles qu'au moment de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis et provoquer des crises qui se résolvent diplomatiquement, mais c'est pour s'en servir bel et bien, aussi bien contre son grand ennemi saoudien qui représente le monde sunnite, alors que l'Iran est chiite, pour prendre une revanche, mais aussi par rapport à Israël, c'est-à-dire que oui, ce serait pas simplement le cas classique d'une arme dissuasive. Alors est-ce qu'on est dans des jours fatidiques, et est-ce que vous pensez pas qu'est-ce que vous pensez de cette thèse qui dit qu'au contraire l'Iran, si elle veut l'arme nucléaire, c'est pour s'en servir en fait? Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que quel que soit le niveau moral des dirigeants iraniens, et on le connaît à travers la personnalité du nouveau président iranien qui est connu comme le boucher de Téhéran, quelqu'un qui n'a jamais fait cas de l'homme et de l'humain. Je ne pense pas que l'Iran est pourvu de pulsions suicidaires, et je ne crois pas dans une attaque ni contre l'Arabie saoudite ni contre Israël, parce que ça serait un cataclysme pour l'Iran et un cataclysme mondial sur le plan pétrolier, économique, gazier, etc. Donc je pense que alors bien sûr on peut penser à une attaque préventive israélienne, on peut penser à une attaque préventive américaine, mais si elle devait avoir eu lieu, elle aurait déjà eu lieu. Je crois qu'elle était, pas que je crois, elle était planifiée déjà du temps quand Lapid était ministre des Finances de Bibi Netanyahou, et l'année où on a eu un déficit colossal, beaucoup plus que celui en tout cas, équivalent à celui de l'année de Corona. Et donc, c'était déjà du temps de Barak, qui était ministre de la Défense à l'époque. Donc, si on avait dû le faire, on l'aurait déjà fait. Quant à une attaque préventive, je ne crois pas, mais
dans ces cas-là, le doute n'est pas permis. On ne peut pas se permettre d'être dans le doute. Un dirigeant de pays ne peut pas se dire je ne sais pas truc, et il vaut mieux peut-être envoyer son armada aérienne et éventuellement ses bombes aussi de quelque nature qu'elles soient sur un ennemi qui, comme vous le disiez, a des rodomontades et persiste à vouloir, en tout cas verbalement, à vouloir détruire et l'Arabie Saoudite et Israël. Ah bah, Mais fondamentalement, pardon. Non, allez-y. Non, je dis que je ne crois pas à ce scénario. Je n'y crois pas du tout. Ou alors c'est la fin de la civilisation, c'est la 4e guerre mondiale, c'est le choc, un choc pétrolier sans aucune mesure avec. Est-ce que dans cette analyse, somme toute rassurante, concernant les intentions de l'Iran, vous ne mettez pas de côté un peu trop vite le facteur théologique religieux qui avait été mis en avant bien avant que le fasse Netanyahou par Shimon Peres en personne, qui a 25 ans, dans le sillage de la première guerre d'Irak, avait déclaré que ce qui était dangereux avec l'hypothèse que les Iraniens se dotent de l'arme nucléaire, c'est que c'était un régime évidemment totalitaire, comme beaucoup d'autres au Moyen-Orient. Il y avait à l'époque Saddam Hussein, il y avait Bachar, non pas Bachar, mais Hafez el-Assad en Syrie, etc. Et que non, alors un régime totalitaire se dotant d'armes de destruction de masse, chimique ou nucléaire, et avait ajouté Peres, le cocktail iranien est beaucoup plus explosif parce qu'il y a l'élément théologique religieux du messianisme cataclysmique chiite qui fait que oui, il y a un élément irrationnel chez les Iraniens qui fait que leur prise de décision pourrait être aussi guidée par cette attirance là d'une sorte de guerre de Gog et Magog, et on a vu ça surtout à l'époque du président Ahmadinejad, mais ce sont des tendances qui existe. Alors, est-ce que vous dans cet optimisme ou cette modération dont vous faites preuve là sur les intentions iraniennes, vous n'évacuez pas le facteur irrationnel religieux qui compte tout de même? Oui, le facteur religieux, le facteur théologique compte. Il est évident que le Mahdi dans la religion, dans les croyances islamiques, chiites et musulmanes, c'est quelque chose d'important. Mais je ne crois pas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, comme d'ailleurs dans notre propre théologie à nous, c'est quelque chose que nous-mêmes allons déclencher, mais qui va venir de l'extérieur. Donc je ne pense pas à l'influence théologique, à l'influence du Coran et à la volonté d'amener un Messie, en l'occurrence musulman, ce que les Perses appellent le Mahdi, en détruisant le reste du monde. Donc je ne crois pas à cette version. Et les religieux, les Perses, les Iraniens ont toujours montré, sous des dehors brutaux, et j'allais dire totalitaires, totalitaires, je cherchais le mot, ont toujours montré une diplomatie extrêmement fine et une certaine rétention devant le passage à l'acte. Voilà, le passage à l'acte ne se fera pas, à mon avis. Il faut voir ce que fait Israël depuis des années en Syrie, au Liban, des destructions en masse de sites de munitions, de postes de commandement, etc. Contre la présence iranienne en Syrie. Tout à fait. Alors, donc, il nous reste 3 minutes, André. Je voudrais vous poser une dernière question un peu plus polémique. Cet attentisme israélien, et on le disait aussi américain, qui dure depuis 15 ans, presque 20 ans, en tout cas 15 ans, il a marqué aussi les gouvernements successifs de Netanyahou, et ce, alors que une grande porte ouverte existait lors des 4 années de la présidence de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, pourquoi Benjamin Netanyahou est-il aussi acerbe et polémique et même très virulent contre le gouvernement Bennett dans toutes ses interventions à la Knesset concernant le dossier iranien et d'autres sujets d'ailleurs? Finalement, lui aussi, il s'est retenu d'agir précédemment. Donc, on ne peut pas reprocher au gouvernement Bennett de faire du surplace aujourd'hui. D'accord, mais ce qu'il faut savoir, que ça participe du travail du chef de l'opposition. Remarquez bien quand Bibi Netanyahou attaque Bennett, il l'attaque en même temps sur le dossier sanitaire, sur le dossier iranien et sur le dossier économique. Donc, il lie les choses sans pour cela, je pense,
N'oublions pas que Naftali Bennett était a été le ministre de la Défense de Bennett et que de Netanyahou, vous voulez dire. Oui, Bennett a été le ministre de la Défense de Netanyahou il y a pas très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, les attaques de l'ancien Premier ministre contre Bennett participent de la volonté de Bibi Netanyahou de déstabiliser le gouvernement. Et il ne serait pas anormal, et moi c'était ma prévision, qu'on ait un budget, et excusez-moi de revenir à un sujet qui n'est pas militaire, mais un budget qui ne soit pas voté, et que le gouvernement tombe et qu'on se retrouve dans ce paradigme d'un cinquième tour électoral. Non, pas forcément, mais peut-être à travers, sans le cinquième tour électoral, mais à travers un gouvernement qui serait formé par les députés, comme c'est possible aussi, et avec Benny Gantz, puisque je crois que c'est la seule alternative pour le Likoud et pour Bibi Netanyahou de revenir au pouvoir, c'est de remettre ou de mettre Benny Gantz au pouvoir. Au poste de Premier ministre. Comme Premier ministre. Oui. Comme d'ailleurs, c'était prévu il y a 1 an et demi, il devait être ministre, je crois, autour du 15 novembre, Premier ministre autour du 15 novembre. Donc je pense que ça participe plutôt d'une attaque, j'allais dire, d'un homme politique contre un homme politique. Et il est de bonne guerre, si je puis dire, qu'on attaque, parce qu'il faut rappeler, Richard, qu'il y a eu des atermoiements, il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des contradictions entre Gantz, Lapid, entre Bennett. Chacun n'a pas dit la même chose. Les gens eux-mêmes, comme je le rappelais tout à l'heure, Benny Gantz, qui disait que l'Iran n'était pas très loin d'avoir l'arme atomique et qu'aujourd'hui, il dit qu'on pourrait très bien vivre avec, alors que c'est pas du tout l'avis de Washington de se dire qu'on pourrait vivre avec la bombe atomique. Absolument. Voilà. Donc, je pense que que Netanyahou fait son boulot de chef de l'opposition. Parfait. Et il le fait aussi avec l'Iran. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, une analyse, je dirais, assez approfondie, où vous nous avez fait part de vos convictions et puis aussi justement de ces analyses que vous publiez chaque mois dans Israël Magazine. Merci André Darmon, à bientôt et merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt, au revoir.